Alors ce soir, on va parler de ce qui s'est passé après la fin de la peste noire. Et crois-moi, ce n'est pas une leçon d'histoire ordinaire. On parle de l'une des transformations les plus dramatiques de l'histoire humaine. Quand l'Europe a littéralement dû se reconstruire à partir de zéro. Oh, et si tu apprécies ces histoires, un like ou un abonnement me ferait vraiment plaisir. Je suis super curieux de savoir d'où vous écoutez. Alors laissez un commentaire avec votre localisation et l'heure qu'il est chez vous. Ça me fascine toujours de penser que des gens s'endorment sur ça partout dans le monde. Très bien, trouve un endroit confortable. Prends une longue inspiration lente et laisse simplement ton corps s'enfoncer dans ce sur quoi tu es allongé. On retourne en 1453. Et crois-moi, tu vas être vraiment reconnaissant pour ce matelas quand on aura terminé. Félicitations. Tu viens de te réveiller en Angleterre, 35 ans après que la peste noire a balayé l'Europe comme rien de ce que quiconque avait jamais vu auparavant. La bonne nouvelle, c'est que tu as survécu. La mauvaise? Disons simplement que le monde que tu connaissais a disparu. Tu ouvres les yeux et la première chose qui te frappe n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu n'entends pas. Pas d'agitation matinale sur la place du village. Pas d'enfants qui jouent dans les rues. Pas de coups de marteau venant de la forge. Juste le silence. Ce calme lourd et contre nature qui s'installe dans les endroits où trop de gens vivaient autrefois. Tes muscles te font mal quand tu t'étires. Cette fatigue profonde qui vient de travailler plus dur que ton corps ne le voudrait. Mais ces jours-ci, tous ceux qui sont restés travaillent plus dur qu'ils ne le devraient. Il n'y a pas le choix. Tu te tournes, sentant le matelas de paille rugueux sous toi. Au moins, tu as un matelas. Maintenant. Avant la peste, des cerfs comme toi dormaient à même le sol, avec peut-être quelques chiffons pour se réchauffer. Mais maintenant, quand la moitié de la population meurt, soudain il y a beaucoup plus de choses à se partager. Étrange comme ça fonctionne, non? Tu t'assois lentement, laissant tes yeux s'habituer à la lumière faible qui filtre par la petite fenêtre. La maison elle-même est plus grande que celle dans laquelle tu as grandi. Elle appartenait autrefois au meunier et à sa famille. Tous les 6 sont morts en l'espace d'une semaine en 1348. Leurs corps ont été enterrés dans le cimetière de l'église avec tant d'autres qu'il a fallu creuser des fosses communes. Ces jours-ci, tu essaies de ne pas trop y penser. Les planches du sol grincent sous tes pieds. De vrais planchers en bois, pas juste de la terre battue. Tu as hérité de bien plus qu'une maison quand la peste a terminé son œuvre. Il y a un coffre dans le coin, avec des vêtements qui te vont vraiment. Une vraie marmite suspendue au-dessus de l'âtre. Même une coupe en état, chose que seuls les riches marchands pouvaient se permettre autrefois. Drôle de chose, les catastrophes. Elles ont le don de redistribuer les richesses, mais jamais d'une manière qu'on souhaiterait. Tu enfiles ta tunique, en laine, au lieu du chanvre rêche que tu portais avant. C'est agréable, chaud contre la peau, mais il y a toujours cette petite voix au fond de ta tête qui te rappelle que cette tunique appartenait à quelqu'un qui est mort en s'étouffant dans son propre sang. Tu essaies de ne pas y penser non plus. Dehors, ton souffle forme de petits nuages dans l'air du matin. Septembre en Angleterre a toujours été froid. Mais d'une certaine façon, il fait encore plus froid maintenant. Peut-être parce qu'il y a moins de gens pour réchauffer le monde de leur présence. Ou peut-être que quand on a vu autant de morts que tout le monde, tout paraît un peu plus froid. Le village de Little Wickham ressemble à une bouche à qui on aurait arraché la moitié des dents. Des maisons sont vides, leurs portes pendent ouvertes comme des mâchoires molles, les jardins sont envahis. Les clôtures s'effondrent. Au loin, on voit des champs qui devraient être dorés de céréales, mais qui sont, au contraire, bruns et stériles. Personne pour les récolter. Avant la peste, ce village comptait peut-être 200 habitants. Maintenant, peut-être 60. Un bon jour, ton estomac grogne, aigu et insistant. C'est ça qu'on ne te dit pas à propos de la survie aux catastrophes. On a toujours faim. La vie continue même quand on a l'impression qu'elle ne devrait pas. Tu marches vers le centre du village, passant devant le puits où les gens se rassemblaient autrefois pour bavarder. Le seau en bois est suspendu là, la corde effilochée et le niveau de l'eau bas. L'entretien. Tout est une question d'entretien maintenant. Il n'y a tout simplement pas assez de mains pour faire fonctionner les choses comme avant. La boulangerie est toujours fermée. Elle l'est depuis 3 ans. Thomas le boulanger est mort avec sa femme et ses 2 fils. Son apprenti a essayé de continuer un temps. Mais faire du pain, ça ne s'improvise pas.
Et les quelques miches qu'il a réussi à faire étaient, disons-le, assez denses pour servir de matériaux de construction. Aujourd'hui, les gens font leur propre pain. Ou essaient. Il s'avère que beaucoup de savoir est mort avec la peste. Toutes ces petites compétences transmises de parents à enfants. Disparues. Juste disparues. Tu peux sentir l'odeur de la fumée de bois venant de la direction du manoir, la demeure de Lord Edmund. Il a survécu, mais de justesse. Il a perdu sa femme, ses 3 enfants, la plupart de son personnel. Maintenant, il ne reste que lui, son intendant survivant, et peut-être une douzaine de serviteurs là. Où il y en avait autrefois 50. Le pauvre bougre doit même faire une partie de son propre travail. Maintenant, tu imagines? Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et c'est la partie qui aurait été impensable. Avant la peste. Tu ne vas pas t'incliner servilement quand tu le verras. Tu ne vas pas tirer sur ta mèche de cheveux et marmonner, oui, monseigneur, comme ton père le faisait. Parce que Lord Edmund a plus besoin de toi que toi de lui. Quand la moitié de la population meurt, ceux qui restent deviennent soudain très, très précieux. L'offre et la demande, version médiévale. Tes pas crissent sur l'herbe couverte de givre tandis que tu te diriges vers le manoir. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas demander plus d'argent. 3 mois plus tôt, tu aurais été fouetté rien que pour y penser. Mais il y a 3 mois, Lord Edmund avait d'autres options. Ce n'est plus le cas. Le manoir se dresse devant toi. Des murs de pierre qui semblaient autrefois si imposants. Aujourd'hui, ils ressemblent juste à des murs coûteux entourant une maison de plus en plus vide. La plupart des fenêtres sont closes. Aucun intérêt à chauffer des pièces que personne n'utilise. Tu frappes à la lourde porte en bois. 3 coups secs qui résonnent dans le calme du matin. Des pas approchent, lents et mesurés. L'intendant ouvre la porte. Richard, un homme qui avait autrefois 3 assistants. Maintenant, il fait tout lui-même. « Bonjour Thomas », dit-il. Sa voix porte cette fatigue particulière que tout le monde a désormais. L'épuisement de gens qui essaient de faire trop avec trop peu. « Bonjour Richard. J'ai besoin de parler à sa seigneurie. » Richard hausse un sourcil. Avant la peste, les paysans ne demandaient pas simplement audience au seigneur. Mais ce ne sont plus les temps d'avant la peste. Il est dans le solar. Je vais lui dire que tu es là. Tu attends dans la grande salle, et même ici, tu vois à quel point tout a changé. Les tapisseries sont poussiéreuses. Il n'y a plus personne pour les entretenir correctement. Les longues tables où des dizaines de personnes mangeaient autrefois sont pour la plupart poussées contre les murs et couvertes de draps. Lord Edmund apparaît en haut de l'escalier. Il est plus petit que dans ton souvenir, plus maigre. La peste ne l'a pas tué, mais elle l'a vieilli de 20 ans en 5. Ses vêtements sont de bonne qualité, mais ils pendent sur sa silhouette. Même les riches ne mangent plus aussi bien qu'avant. Thomas, dit-il en descendant les marches avec une dignité prudente. Richard m'a dit que tu voulais me parler. Oui, monseigneur, à propos de mon salaire. Les mots restent suspendus entre vous. 1 an plus tôt, bon sang, même 6 mois plus tôt. Cette conversation se serait terminée avec toi au pilori. Mais Lord Edmund soupire simplement, comme un homme qui a déjà eu cette conversation trop de fois. Que gagnes-tu actuellement? 2 shillings par semaine. Mais John, à Great Wickham, il en gagne 3 pour le même travail. Et il lui donne en plus une mesure supplémentaire de grain. La mâchoire de Lord Edmund se crispe. John a toujours été. Il s'arrête, reprend son souffle. Qu'est-ce que tu demandes exactement? 3 shillings, et je veux les dimanches libres. Vraiment libres, pas seulement la messe du matin puis retour au travail. L'ancien Lord Edmund aurait explosé. Il aurait appelé les gardes et t'aurait fait battre. Mais l'ancien Lord Edmund avait 50 ouvriers parmi lesquels choisir. Celui-ci n'a que toi et peut-être 5 autres. Il regarde par la fenêtre ses champs. Du chaume brun là où des épis dorés devraient onduler. Des champs qu'il faut labourer pour le blé d'hiver. Du travail qui doit être fait, et pas assez de gens pour le faire. 2 shillings et 6 pence, dit-il enfin, et les dimanches après-midi libres. Tu fais semblant d'y réfléchir, même si, honnêtement, c'est plus que ce que tu espérais. Mais tu as appris quelque chose d'important ces dernières années. Quand quelqu'un a plus besoin de toi que toi de lui, tu as du pouvoir. D'accord, dis-tu en tendant la main. Il la serre. Un seigneur qui serre la main d'un paysan. Ton grand-père se serait évanoui. En retraversant le village,
tu passes devant le cimetière de l'église. Le cimetière d'origine était plein quand la peste s'est terminée, alors ils ont creusé de nouvelles sections. Puis celles-ci se sont remplies aussi. Maintenant, des tombes sont éparpillées autour de l'église comme des feuilles mortes. Mais la vie, d'une certaine façon, continue. Tu vois Margaret étendre le linge derrière sa chaumière. Elle porte une robe trop élégante pour une veuve. Mais son mari avait été le marchand le plus prospère du village avant de mourir. Maintenant, elle possède son affaire, ce qu'il en reste. Des femmes qui héritent de biens, qui dirigent leur propre commerce. Encore une chose qui aurait été impossible avant. Étrange comme les catastrophes créent des opportunités. Elle te fait signe et tu lui rends son salut. Peut-être plus tard, quand le travail sera terminé, tu passeras la voir. Partager un repas, parler de ce qui était avant. Et peut-être, si l'humeur s'y prête, parler de ce qui pourrait être. Parce que c'est ça que personne ne te dit sur la survie aux catastrophes. Un jour, tu recommences à penser à l'avenir. Ton estomac gronde encore une fois, te rappelant que survivre exige toujours l'essentiel. De la nourriture, un abri, du travail. Mais en te dirigeant vers tes propres champs, ceux que tu loues maintenant que tu peux te le permettre. Tu penses à plus que simplement survivre. Tu penses à avancer. Tu passes devant l'ancien moulin à grains. La roue tourne encore, mais lentement. Il n'y a pas assez de grains pour la faire tourner en continu. Avant la peste, ce moulin fonctionnait de l'aube au crépuscule pendant la saison des récoltes. Maintenant, peut-être 2 ou 3 heures par jour. Mais ça aussi est en train de changer. Lentement. Parce que ceux qui ont survécu mangent mieux, travaillent moins et exigent davantage. Et quand les gens ont plus d'argent dans leur poche, ils achètent plus de grains, plus de viande. Plus de tout. C'est comme regarder une machine cassée recommencer lentement à fonctionner. Mais différemment, mieux à certains égards. Tes champs s'étendent devant toi. Pas immenses, mais à toi. Enfin, loués, mais à des conditions que ton père n'aurait jamais pu imaginer. Lord Edmund était tellement désespéré de trouver quelqu'un pour travailler cette terre qu'il a accepté de te laisser 60% de ce que tu cultives. Avant la peste, un paysan aurait gardé 20% s'il avait eu de la chance. Le sol est sombre et riche, prêt pour les semailles d'hiver. Tu le fais glisser entre tes doigts, sentant le potentiel qu'il renferme. Cette terre pourrait nourrir une famille avec assez de surplus pour vendre au marché, peut-être même assez pour acheter cette parcelle près de la rivière, qui est restée vide depuis la mort de la famille Hartwell. Parce que voici ce que personne n'avait prévu. Quand la peste a cessé de tuer des gens, elle a laissé derrière elle un monde où la terre était abondante et les travailleurs rares. Et pour la première fois depuis des siècles. Cela signifiait que les gens ordinaires avaient des choix. Tu passes la matinée à retourner la terre pour le blé d'hiver. La charrue en bois trace des sillons nets dans la terre. C'est un bon travail. Un travail honnête, mais c'est aussi un travail choisi. Tu es ici parce que tu le veux, pas parce qu'un seigneur te l'a ordonné. Ça change tout. Vers midi, tu t'arrêtes pour manger du pain et boire de la bière. Le pain est le tien. Fait avec le grain que tu as cultivé toi-même. Il est dense. Un peu brûlé sur un côté, mais il est à toi. Et ça le rend meilleur que n'importe quel pain qu'un boulanger ait jamais fait. Pendant que tu manges, tu regardes la fumée s'élever des cheminées autour du village. Moins de cheminées qu'avant, mais celles qui brûlent le font plus fort. Les gens chauffent mieux leur maison maintenant. Mangent des repas plus copieux. Portent des vêtements plus chauds. La peste a tout pris, mais elle a aussi tout laissé aux survivants. Tu termines ton repas et te remets au travail. Le soleil de l'après-midi réchauffe tes épaules tandis que tu guides la charrue. Dans un nouveau sillon. Au loin, tu entends les enfants de Margaret jouer. Ils sont parmi les rares enfants encore présents dans le village. Et leur rire porte plus loin maintenant qu'il y a moins de bruit pour les couvrir. C'est un son solitaire, mais pas entièrement triste. Parce que ces enfants grandissent dans un monde où un paysan peut négocier avec un seigneur, où une veuve peut diriger une entreprise. Où quelqu'un né dans une maison d'une seule pièce peut finir par cultiver ses propres champs. Ça compte, non? Quand le soleil commence à descendre vers l'horizon, tu nettoies tes outils et rentres chez toi. Chez toi, dans une maison plus grande que celle où tu as grandi. Chez toi, pour un souper meilleur que tout ce que tes parents ont jamais mangé. Chez toi, pour une vie qui, bien que née de la tragédie, est indéniablement meilleure que ce qui existait avant. Demain,
tu planteras encore plus de blé. La semaine prochaine, tu auras probablement une autre conversation avec Lord Edmund au sujet des salaires ou des conditions de travail. Le mois prochain, peut-être feras-tu une offre pour ce terrain près de la rivière. Parce que le monde s'est terminé, et puis il a recommencé. Différent. Plus petit à certains égards, mais étrangement plus grand à d'autres. Et quand tu te glisses dans ton lit, tirant les couvertures de laine chaude jusqu'à ton menton, tu penses à tes enfants, ceux que tu pourrais avoir un jour. Ils grandiront dans un monde où des gens comme toi, des gens qui travaillent de leurs mains et transpirent pour leur pain, ont réellement leur mot à dire. Ce n'est pas rien. C'est tout, en réalité. Tes paupières deviennent lourdes tandis que le village s'installe dans son rythme calme du soir. Moins de voix qu'autrefois. Mais d'une certaine façon, celles qui restent ont plus de poids. La peste noire a tout pris. Mais ce qu'elle a laissé derrière elle, c'était la possibilité. La nouvelle se répand vite dans les petits villages, surtout quand c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui dirigent. À l'automne, 3 autres paysans de Little Wickham ont exigé des augmentations et les ont obtenues. Margaret a embauché 2 de ses voisins pour l'aider dans le commerce, leur payant des salaires qui auraient semblé impossibles quelques années plus tôt. Mais c'est là que les choses se compliquent. La cour du roi Édouard, à Londres, commence à entendre des histoires. Des histoires de paysans qui deviennent insolents. Des histoires de seigneurs qui paient des salaires scandaleux. Des histoires sur l'ordre naturel des choses complètement bouleversées. Et le roi, eh bien, il n'est pas content. 17h40. Tu l'apprends d'abord par un chaudronnier itinérant qui s'arrête au village à la fin octobre. Sa charrette est chargée de pots et de casseroles, mais surtout, elle est chargée de nouvelles venues du vaste monde. Le Parlement a adopté une nouvelle loi, te dit-il pendant que tu examines un pot en cuivre. Le statut des travailleurs, comme il l'appelle. Il dit qu'aucun ouvrier ne peut exiger plus que ce qu'il gagnait en 1346, avant que toutes ces morts ne commencent. Tu reposes le pot, sentant quelque chose de froid se déposer dans ton estomac. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Le chaudronnier regarde autour de lui pour s'assurer que personne n'écoute. Ça veut dire que s'ils te surprennent à demander un salaire plus élevé, ils peuvent te mettre au pilori, te marquer le visage au fer. Dans certains endroits, ils pendent les gens. Le pot en cuivre te semble soudain très lourd dans les mains. Bien sûr, continue le chaudronnier en baissant la voix. La loi, c'est une chose. Son application, c'en est une autre. Difficile de punir un homme quand tu as besoin de lui pour récolter ton grain. Cette nuit-là, tu restes éveillé à écouter le vent secouer tes volets. La maison te paraît moins sûre maintenant, moins comme un abri. Et plus comme une cible. Parce que c'est ça, le progrès. Il met toujours quelqu'un en colère. Le lendemain matin apporte le givre et de mauvaises nouvelles. L'intendant de Lord Edmund arrive à ta porte avant le lever du soleil. Le visage sombre comme la terre d'hiver. Sa seigneurie veut te voir. Maintenant. Le chemin vers le manoir semble différent cette fois-ci. Plus long, plus menaçant. Les pierres sous tes pieds semblent murmurer des avertissements. Et ton souffle sort en bouffées brèves qui disparaissent trop vite dans l'air froid. Lord Edmund t'attend dans la grande salle. Mais il n'est pas seul. 2 hommes aux couleurs du roi se tiennent à ses côtés. Leurs épées pendantes et lourdes à leurs hanches. Des commissaires royaux envoyés pour s'assurer que la nouvelle loi est respectée. Thomas, dit Lord Edmund d'une voix soigneusement neutre. J'ai bien peur que nous devions renégocier notre arrangement. L'un des commissaires s'avance. Il est jeune, peut-être 25 ans, avec des mains douces qui n'ont jamais tenu une charrue. Par ordre du roi Édouard, tous les salaires sont ramenés à leur niveau de 1346. 2 shillings par semaine. Pas plus. Ton cœur bat à tout rompre, mais tu gardes la voix calme. Et si je refuse ? La main du commissaire glisse vers la poignée de son épée. Alors tu devras expliquer ton refus à la justice du roi. Nous avons des piloris installés sur la place du village. Et des fers qui chauffent dans la forge. Tu regardes Lord Edmund, cherchant sur son visage le moindre signe de soutien. Mais il évite ton regard. Le pouvoir que tu pensais avoir, il a disparu. Comme ça. Je comprends, dis-tu finalement. Parce que pourrais-tu dire d'autre ? Mais en retraversant le village, tu remarques quelque chose. Les autres paysans sont rassemblés autour du puits. Les voix sont basses, mais urgentes. Margaret est là aussi, avec plusieurs fermiers des villages voisins.
Les nouvelles voyagent vite. La résistance voyage encore plus vite. Ils ne peuvent pas simplement tout reprendre, dit quelqu'un. C'est nous qui faisons le travail. C'est de nous qu'ils ont besoin. Roi ou pas roi, ajoute une autre voix. Les morts ne plantent pas de grains. Tu rejoins le cercle, sentant la tension crépiter comme un éclair avant l'orage. Ce sont des gens qui ont goûté à la liberté. Et qui n'ont aucune envie de l'abandonner. À quoi pensez-vous ? Demandes-tu. Margaret prend la parole, avec une dureté dans la voix que tu ne lui avais jamais entendue. On se dit que c'est peut-être le moment d'apprendre au roi. Qui fait vraiment tourner ce pays ? Cet après-midi-là, tu travailles dans tes champs quand tu vois la fumée. 3 colonnes s'élèvent du côté de Great Wickham. Puis d'autres encore depuis Little Thornton et Wickfield. À la tombée du soir, l'horizon est ponctué de lueurs orangées. Contre le ciel qui s'assombrit. Grenier, registre d'impôts, dépendance de manoir. Rien qui ne blesse directement quelqu'un, mais tout ce qu'il faut pour faire passer un message. La révolution a commencé. Elle débute modestement, comme la plupart des révolutions. Un collecteur d'impôts ici, un commissaire royal là, qui se retrouve soudain indésirable dans des villages. Où il commandait autrefois le respect. Parfois, ce ne sont que des épaules froides et des maisons vides. Parfois, ce sont des pierres lancées depuis les haies. Mais à l'hiver, ça se propage. Tu entends des histoires par des marchands itinérants. Quand certains sont encore assez courageux pour voyager. Des paysans du Kent marchant sur des châteaux royaux. Des ouvriers de l'Essex refusant de récolter le grain. Pour des seigneurs qui ne paient pas des salaires justes. Des villages entiers du Yorkshire qui disparaissent simplement. Des gens qui rassemblent tout ce qu'ils possèdent. Et partent là où ils peuvent être mieux traités. Et le plus incroyable, les seigneurs ne peuvent pas les arrêter. Parce qu'arrêter quelques fauteurs de troubles, c'est une chose. Arrêter la moitié de ce qu'il te reste comme main-d'œuvre. C'est un suicide économique. Lord Edmund essaie d'abord les menaces. Puis la négociation. Puis quelque chose qui aurait été impensable avant. Supplier. Écoute, dit-il lors d'une autre rencontre malaisée dans la grande salle. Je sais que les commissaires ont... Tu fais semblant d'y réfléchir. Alors qu'en réalité tu apprécies simplement de voir un seigneur se tortiller. Quel genre d'allocation de nourriture ? Eh bien, de la viande 2 fois par semaine. Du bon pain, de la bière au dîner. Et le logement. Tu peux garder la maison où tu vis maintenant. Sans loyer. Ce n'est pas tout ce que tu avais avant. Mais c'est quelque chose. Et surtout, ça prouve que les lois ne sont que des mots sur du parchemin. Quand la réalité refuse de coopérer. Tu lui serres la main à nouveau, et cette fois, sa poigne est désespérée. L'hiver s'abat sur le village comme une lourde couverture. Mais c'est un calme agité. Des lettres arrivent au manoir de plus en plus souvent. Apportées par des messagers nerveux. Qui ne s'attardent jamais longtemps. Des rapports venant d'autres régions du royaume. La plupart annonçant de mauvaises nouvelles. Pour quiconque porte une couronne. Le fait est que quand tu tues la moitié de la population, tu ne perds pas seulement des travailleurs. Tu perds le tissu social qui maintenait tout ensemble. L'autorité incontestée, les vieilles certitudes sur la place de chacun. Et une fois que les gens commencent à remettre ces certitudes en question, il est difficile de les faire s'arrêter. Le printemps apporte des nouvelles de soulèvements plus vastes. Plus seulement des disputes locales sur les salaires, mais des rébellions organisées, avec des chefs, des revendications, et de véritables armées. Des paysans qui ont décidé qu'ils en avaient assez d'être des paysans. Le nom que tout le monde murmure est celui de Wat Tyler. Un homme du Kent qui aurait décidé que les commissaires du roi peuvent aller en enfer. Avec le roi lui-même. On dit qu'il a 10 000 hommes. T'explique Margaret pendant que tu l'aides à réparer son toit. Tous armés. Tous en colère. Tu enfonces un autre clou dans le chaume. Pensant à quel point tout semble différent maintenant. Avant la peste, 10 000 paysans en colère auraient été impossible. Il n'y aurait pas eu assez de mécontentement, ni assez de confiance, ni assez de capacité d'organisation. Mais après la peste, survivre à une catastrophe t'apprend que l'impossible arrive tout le temps. Que veut-il ? Demandes-tu. La fin du servage, des salaires justes, la mort aux fonctionnaires corrompus. Elle s'arrête, puis ajoute doucement. Ça me semble raisonnable. Au début de l'été, la rébellion n'est plus seulement une histoire qu'on entend de la bouche des voyageurs. C'est quelque chose qu'on peut voir à l'horizon. De la fumée s'élevant des bureaux d'impôts incendiés,
Des flots de réfugiés fuyant les régions où les armées royales et les milices paysannes s'affrontent dans des combats incessants. Puis, un matin de juin, tu te réveilles et découvres des hommes armés, installés sur la place du village. Pas des soldats royaux. Pas exactement. Et pas des paysans du coin non plus. Quelque chose entre les deux. Des hommes au visage buriné et aux mains endurcies par le travail, mais portant de vraies armes et des morceaux d'armure, manifestement pris ailleurs. Leur chef, une femme, ce qui est déjà choquant en soi, se tient comme quelqu'un habitué à être obéi. Et quand elle parle, les gens écoutent. Nous marchons vers Londres, annonce-t-elle à la foule qui grossit, pour présenter nos revendications au roi. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Quelles revendications ? Crie quelqu'un. Elle déplie un morceau de parchemin, bien que tu soupçonnes qu'elle en connaisse chaque mot par cœur. La fin du servage et de la villenage. Des salaires équitables pour tous les travailleurs. L'abolition des taxes par tête. La punition des fonctionnaires corrompus, qui se sont engraissés pendant que les gens honnêtes mouraient de faim. La foule murmure, pesant les risques. Parce que rejoindre une rébellion est une affaire grave. On est pendu pour rébellion. Mais d'un autre côté, on pend déjà des gens simplement pour avoir demandé des salaires justes. Qu'est-ce qui te fait croire que le roi écoutera ? Lord Edmund est apparu, entouré de ses derniers gardes. Mais sa voix a perdu son ancienne autorité. Elle trahit l'inquiétude. La femme le regarde avec quelque chose qui ressemble à de la pitié. Votre seigneurie, avec tout le respect dû, le roi n'a pas vraiment le choix. La moitié de ses collecteurs d'impôts sont morts ou ont fui. Ses armées sont dispersées, occupées à combattre des soulèvements, d'ici jusqu'en Écosse. Et l'hiver approche. S'il veut que le grain soit récolté, que le pain soit cuit, et que les routes soient entretenues, il a plus besoin de nous que nous de lui. Elle a raison, et tout le monde le sait. Ce soir-là, tandis que les rebelles installent leur camp dans le pâturage communal, tu te surprends à réfléchir au choix, à la vie que tu as bâtie depuis la peste, et à la question de savoir si elle vaut la peine d'être risquée, pour la chance d'obtenir quelque chose de meilleur. Margaret a déjà pris sa décision. Elle a vendu son commerce à un cousin, chargé tout ce qu'elle possède dans une charrette, et s'est portée volontaire, pour aider à organiser les ravitaillements de la marche vers Londres. Tu viens ? Demande-t-elle, pendant que tu l'aides à charger ses affaires. Tu regardes autour de toi le village, la maison que tu appelles chez toi, les champs que tu travailles, la vie que tu as lentement, soigneusement construite, à partir des ruines de l'ancien monde. C'est une bonne vie, meilleure que tout ce que tes parents auraient pu imaginer. Mais c'est aussi une vie qui dépend de la bonne volonté de gens qui te l'arracheraient en un instant s'ils le pouvaient. Oui, dis-tu enfin. Je viens. Parce que voilà ce que tu as appris au fil des années depuis la peste. Survivre, ce n'est pas seulement rester en vie. C'est construire quelque chose qui vaut la peine de rester en vie. Le lendemain matin, tu verrouilles ta porte. Tu laisses un mot à Lord Edmund, expliquant que tu es parti pour discuter des conditions de travail avec le roi, et tu rejoins la longue file de gens qui se dirigent vers le sud, en direction de Londres. Les routes sont pleines d'autres personnes comme toi. Des fermiers, des artisans, des marchands, des journaliers. Tous unis par la croyance simple qu'ils méritent mieux que ce qu'ils reçoivent. Certains portent des armes, d'autres seulement des outils, mais tous portent quelque chose qui aurait été impossible avant la peste. L'espoir. 36. Le paysage que tu traverses raconte l'histoire des 5 dernières années. À travers des champs brûlés, des villages vides, des manoirs aux fenêtres barricadées. Mais il raconte aussi une autre histoire. Celle de nouvelles constructions, de routes améliorées, et des signes d'une reconstruction prudente et volontaire. Parce que c'est ça, le propre des catastrophes. Elle balaie l'ancien, laissant de la place pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. En marchant, tu parles avec tes compagnons de route. Un forgeron de l'Essex dont le seigneur a tenté de réduire le salaire de moitié. Un meunier du Suffolk dont les réserves de grains ont été saisies par les collecteurs d'impôts royaux. Un tisserand du Norfolk dont tout le village a été incendié pour avoir refusé de payer une taxe par tête qu'il ne pouvait pas se permettre. Tous ont des histoires. Tous ont des griefs. Tous arrivent à la même conclusion.
La résistance individuelle ne suffit plus. Au 3e jour, votre groupe compte près d'1 millier de personnes. Au 5e jour, des rumeurs circulent. D'autres groupes convergent vers Londres depuis toutes les directions. Des dizaines de milliers de personnes, toutes avec la même destination et les mêmes revendications. Le roi va devoir écouter, qu'il le veuille ou non. Cette nuit-là, vous campez sur une colline dominant la Tamise. Et au loin, tu peux voir la fumée et les lumières de Londres, la plus grande ville d'Angleterre. Et demain, peut-être la scène de la conversation la plus importante de l'histoire du royaume. Alors que tu t'installes dans ta couverture, écoutant le murmure des conversations autour du feu de camp, tu penses au chemin parcouru. Pas seulement en kilomètres, mais dans tout le reste. Il y a 5 ans, tu étais un serf, qui ne pouvait pas quitter la terre de son seigneur, sans permission. Ce soir, tu es un homme libre, campé aux portes de la capitale, prêt à négocier avec le roi, d'égal à égal. Cela compte, même si demain tourne mal. Les étoiles au-dessus de toi sont les mêmes que celles qui brillaient durant les années de la peste, quand les corps remplissaient les rues, et que l'avenir semblait impossible. Mais d'une manière ou d'une autre, de façon presque inimaginable, l'avenir est quand même arrivé, et il ne ressemble en rien à ce que quiconque avait prévu. Londres te frappe, comme une gifle en plein visage. L'odeur t'atteint en premier, bien avant que tu ne vois les murailles de la ville. Des milliers de personnes entassées, la cuisine, les feux, les déchets, les chevaux. Et sous tout cela, autre chose. Quelque chose qui te serre l'estomac. Par le souvenir, par la peur. Tu franchis la dernière colline le 13 juin. Et la voilà. La plus grande ville d'Angleterre, étendue sous tes yeux. Comme une bête gigantesque. Des murs de pierre, des flèches d'église. La tour dominant la Tamise. Comme le poing d'un géant. Et tout autour, des camps. Des milliers et des milliers de personnes comme toi. Des paysans, des artisans, des journaliers. Qui ont marché des centaines de kilomètres. Pour avoir une conversation avec un roi. Jésus. Souffle le forgeron à tes côtés. Regarde-les tous. Les camps s'étendent sur des kilomètres. Le long du fleuve. Des bannières flottent dans la brise du matin. La plupart fabriquées à la main, portant des symboles que tu reconnais. De ton propre village. La croix de Saint-Georges. Les outils de différents métiers, et ici et là, des signes plus inquiétants. Des nœuds coulants, des couronnes décapitées, des slogans peints sur des étoffes grossières. Mort aux traîtres. Quand Adam bêchait et Ève filait, qui donc était le gentilhomme? Votre groupe trouve une place. Sur une colline appelée Blackett, où les rebelles du Kent se sont rassemblés sous leur chef. Wat Tyler est plus petit que tu ne l'imaginais. Peut-être 40 ans, avec un visage marqué par le travail dur. Et des décisions encore plus dures. Mais quand il parle, tout le monde écoute. Frère, dit-il, sa voix portant à travers le camp. Sans effort. Demain, nous entrerons dans la ville. Non pas comme des conquérants, mais comme des hommes libres. Cherchant la justice auprès de notre roi. Des acclamations s'élèvent de la foule. Mais Tyler lève la main pour réclamer le silence. Souvenez-vous, nous ne sommes pas ici pour détruire. Nous sommes ici pour construire. Pour renverser le système corrompu, qui nous a maintenus en chaîne. Et le remplacer par quelque chose de juste, quelque chose d'humain. Tu te surprends à hocher la tête, emporté par l'espoir. Et l'énergie du moment. Autour de toi, les visages brillent de quelque chose qui a trop longtemps manqué. Dans les villages anglais. La possibilité. Cette nuit-là, tu dors à peine. L'excitation est contagieuse. Crépitant dans le camp. Comme un éclair. On partage la nourriture, les histoires, les rêves de ce qui viendra ensuite. Un meunier de Canterbury parle de fonder une coopérative où les travailleurs se partagent les profits. Un tisserand de Douvres imagine des guildes dirigées par les artisans plutôt que par de riches marchands. Mais sous l'espoir, il y a de la tension. Car tout le monde sait que ce qui se passera dans les prochains jours déterminera si tout cela se termine par un triomphe ou par un massacre. L'aube se lève, grise et brumeuse, au-dessus de la Tamise. Et avec elle vient le mouvement. Des milliers de personnes qui lèvent le camp,
rassemblent leurs affaires, forment des colonnes lâches, qui s'étirent jusqu'à l'horizon. La marche vers Londres commence. Tu avances avec Margaret. Et le forgeron, parti d'un fleuve d'humanité, qui coule vers les portes de la ville. Les gardes à Holgate jettent un regard à la foule qui approche, et s'écartent simplement. Des hommes intelligents. Les rues de Londres sont étroites, sinueuses, conçues pour quelques centaines de personnes à la fois, pas pour plusieurs milliers. La foule s'étale comme de l'eau, trouvant son niveau, remplissant chaque espace disponible. Et la ville réagit. Certains londoniens claquent leurs volets et barricadent leurs portes. D'autres se penchent aux fenêtres, applaudissent, jettent du pain et des pièces. Quelques âmes courageuses se joignent même à la marche. Des artisans et des ouvriers qui nourrissaient leur propre rancœur contre les riches marchands qui dirigent la ville. Mais c'est lorsque tu atteins le quartier des riches que les choses deviennent intéressantes. Les maisons ici sont différentes, plus grandes, construites en pierre, plutôt qu'en bois, avec des cours, des jardins, et tous les signes de vie vécue dans le confort. Pendant que d'autres luttaient, quelqu'un lance une pierre. Tu ne sais pas qui, mais soudain l'air en est rempli. Les fenêtres éclatent. Les portes volent en éclats. Et la foule goûte le sang. Le palais de la Savoie. C'est là que tout commence vraiment. La résidence de Jean de Gand. Le bâtiment le plus magnifique de Londres. Après les palais royaux, la demeure de l'homme, qui a été le véritable pouvoir derrière le trône. Pendant que le jeune roi Richard grandit dans sa couronne, quelqu'un crie « Brûlez-le !» Et soudain, tout le monde crie. Tu te retrouves emporté par la foule, à travers les portes du palais, dans des cours remplis de trésors, qui représentent plus de richesses que tout ton village n'en voit en une décennie. Des tapisseries, de la vaisselle en or, des meubles sculptés dans des bois exotiques. Et tout cela, chaque objet, acheté avec de l'argent, pressuré sur ceux qui gagnent leur vie en travaillant. Le palais brûle magnifiquement. Tu restes dans la cour, regardant les flammes lécher les fenêtres, sentant la chaleur sur ton visage, et pensant à la justice, à l'équilibre, à la façon dont parfois, la seule manière de construire quelque chose de nouveau est de brûler ce qui existait avant. Margaret apparaît à côté de toi, son visage éclairé par la lueur orange. « Ça fait du bien ?» demande-t-elle. « Oui, admets-tu. Ça fait du bien. » Mais même pendant que le palais brûle, Tyler essaie de maintenir l'ordre. Tu le vois se déplacer dans la foule, rappelant aux gens qu'ils sont là pour la justice, pas pour la vengeance. Que détruire des biens est une chose, mais faire du mal aux personnes en est une autre. La plupart des gens l'écoutent. La plupart du temps, la prison de Fleet est ensuite ouverte. Et soudain les rues se remplissent de prisonniers libérés. Certains sont des débiteurs, emprisonnés pour des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer. D'autres ont été enfermés pour des crimes plus graves. Temple Bar brûle à son tour, avec tous les registres juridiques qui y étaient conservés. Des siècles de lois, de précédents, d'actes de propriété disparaissent en un après-midi, de fumée et de célébration. Parce que voilà ce que les juristes et les législateurs n'ont jamais compris. Quand la loi ne sert que les riches, brûler la loi commence à ressembler à de la justice. À la tombée du soir, tu te retrouves avec un groupe de rebelles, encerclant la tour de Londres, l'ancienne forteresse, où des rois ont vécu et sont morts, où des traîtres ont été exécutés, où la machine du pouvoir royal continue de broyer, sans se soucier de ceux qui souffrent en dessous. Et à l'intérieur, tremblant derrière des murs de pierre, qui ne semblent soudain plus si imprenables, se trouve le roi Richard lui-même, âgé de 14 ans. « Sortez !» crie quelqu'un. « Sortez et affrontez votre peuple. » Mais la tour reste silencieuse. Ses portes verrouillées, ses gardes introuvables. Tyler arrive avec un message. Le roi, par des intermédiaires, a accepté de rencontrer les rebelles. Le lendemain matin à Mile End, à l'extérieur des murs de la ville. Un endroit où les deux camps peuvent se rassembler en sécurité. Il a accepté d'entendre nos revendications. Tyler les annonce toutes. Liberté face au servage. Salaires équitables.
Punition des fonctionnaires corrompus. La foule éclate en acclamations. Mais tu remarques que l'expression de Tyler reste prudente. Pleine d'espoir, mais prudente. Parce que promettre d'écouter et écouter réellement sont deux choses très différentes. Cette nuit-là, tu dors dans les ruines d'un bureau de collecteur d'impôts. Les papiers et les registres qui consignaient autrefois chaque penny dû par chaque paysan. Dans 3 comtés, ils font un excellent combustible pour votre feu de camp. À l'extérieur, Londres brûle. En une douzaine d'endroits. Pas toute la ville, mais suffisamment pour envoyer un message. Visible à des kilomètres. L'ancien ordre est en train de finir. Que va-t-il se passer ensuite? C'est la question de demain. Le matin arrive. Avec le son des trompettes. Des trompettes royales. Appelant depuis la direction de Mile End. Le roi Richard, apparemment, est prêt à parler. La marche hors de la ville est différente de la marche d'entrée. Plus organisée, plus déterminée. Tyler a réussi à imposer une forme de discipline à la foule, les arrangeant en colonnes approximatives, avec des représentants des différentes régions. Tu marches avec le groupe de l'Essex, peut-être 2000 personnes, portant des bannières, qui énumèrent vos griefs précis. Fin du servage, abolition des taxes par tête, tribunaux équitables, droit de chasser, dans les forêts royales. Des choses simples en réalité, des choses humaines. Mile End est un vaste champ, à l'extérieur des murs de Londres, parfait pour le rassemblement massif, qui va avoir lieu. Et là, attendant sur une plateforme surélevée, entouré de gardes et de nobles, se tient le roi lui-même. Richard Plantagenet, 14 ans, héritier d'Édouard le Prince Noir, roi d'Angleterre. Même sans cet instant, il ressemble davantage à un garçon effrayé, qui essaie très fort de paraître courageux, ce qui, à vrai dire, est probablement le cas. La rencontre commence par des cérémonies. Des héros lisent des proclamations, des nobles prononcent des discours sur la miséricorde royale et l'autorité divine. Mais Tyler balaie tout cela avec une franchise directe qui rend les juristes nerveux. Votre Majesté, dit-il en s'avançant, nous sommes venus discuter des conditions dans lesquelles votre peuple, tout votre peuple, peut vivre dans la dignité. La voix de Richard est plus aiguë que tu ne l'imaginais. Encore en train de muer, mais elle porte clairement à travers le champ. Nous sommes prêts à entendre vos préoccupations. Ce qui suit est la conversation la plus extraordinaire de l'histoire anglaise. Un roi négociant avec des paysans comme des égaux. Tyler présente les revendications, une par une. Fin du servage et de la villenage. Liberté pour tous les hommes liés. Réduction des loyers à des niveaux raisonnables. Amnistie pour tous les rebelles. Charte garantissant ses droits à perpétuité. Et Richard, jeune, effrayé, mais apparemment bien conseillé, accepte tout. Chaque exigence. La foule explose. Les gens pleurent, s'embrassent, tombent à genoux. De gratitude. Tu te surprends à trembler, submergé par l'ampleur de ce qui vient de se produire. Le servage est terminé. Comme ça, avec des mots sur du parchemin et un sceau royal. Des scribes commencent immédiatement à copier les chartes, des documents qui seront rapportés dans chaque village et chaque ville. La preuve que l'ancien système est mort et que quelque chose de nouveau est né. On te remet une charte. Le parchemin encore humide d'encre, portant le sceau royal, qui en fait la loi. La liberté, écrite en latin et en anglais, officielle comme le lever du soleil. Margaret pleure, et tu réalises que toi aussi. Mais même alors que la célébration commence, tu remarques quelque chose. Tyler ne célèbre pas. Il observe le roi et les nobles autour de lui, avec l'attention prudente d'un homme qui sait que les promesses faites sous la pression sont facilement brisées une fois la pression retombée. Et il a raison d'être prudent, parce que pendant que cette rencontre a lieu, pendant que les chartes sont rédigées, et que les mains se serrent,
D'autres choses se produisent aussi. Un groupe de rebelles, frustrés par la lenteur des négociations, a décidé de passer à une action plus directe. Ils ont pris d'assaut la tour de Londres, submergeant les gardes, cherchant les hommes qu'ils tiennent responsables de des années d'oppression. Simon Sudbury, archevêque de Canterbury et chancelier d'Angleterre, l'homme qui a béni les taxes par tête et défendu l'ancien système. Robert Hall, trésorier d'Angleterre, l'homme qui a perçu ces taxes et rempli les coffres royaux pendant que les paysans mouraient de faim. John Léger, le bureaucrate qui a conçu tout le système d'oppression. Il trouve les traits nord de leur cachette et les exécute sur Tower Hill. La nouvelle atteint Mile End au moment même où la cérémonie des chartes touche à sa fin, apportée par un messager essoufflé qui peine à sortir les mots. La tour est prise. Les traîtres sont morts. La tête de Sudbury sur une pique. La célébration devient plus sombre, plus urgente, parce que cela change tout. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Pas question de prétendre qu'il s'agissait simplement d'une pétition pacifique pour réclamer justice. C'est une révolution complète et sanglante. Le visage de Richard devient pâle. Mais à son crédit, il ne fuit pas. Au lieu de cela, il demande une autre réunion demain à Smithfield pour discuter de préoccupations supplémentaires. Tyler accepte, bien que tu puisses voir le calcul dans ses yeux. Il sait que le jeu a changé. Il sait qu'exécuter des fonctionnaires royaux fait de cette négociation un tout autre type de négociation. Cette nuit-là, campé à nouveau à l'extérieur de Londres. L'ambiance est étrange, à la fois jubilatoire et terrifiée, parce que tout le monde comprend qu'ils ont franchi une ligne. Il n'y a plus de résolution pacifique possible. Soit la rébellion réussit complètement, soit elle échoue catastrophiquement. Pas de terrain d'entente. Tu restes éveillé, écoutant le murmure des conversations autour du camp, pensant à la charte soigneusement pliée dans ton sac. La liberté écrite à l'encre royale sur parchemin royal, mais aussi aux têtes sur des pics à la tour. Et ce que cela signifie pour tous ceux qui ont participé à les y mettre. La réunion de demain à Smithfield déterminera si tu rentres chez toi en homme libre, ou si tu meurs en traître. Et honnêtement, tu n'es pas sûr de ce qui est le plus probable. Les étoiles au-dessus sont les mêmes, qui brillaient sur ton village, quand tout a commencé avec une simple demande de salaires équitables. Mais, d'une manière ou d'une autre, impossible. Cette simple demande est devenue quelque chose de beaucoup plus grand. Une exigence que l'Angleterre elle-même change, ou brûle en essayant. Dans tous les cas, il n'y a plus de retour en arrière possible. L'ancien monde est mort avec la peste. Et demain, tu découvriras si le nouveau monde a le droit de vivre. Smithfield semble différent. Là où Mile End avait été ouvert, accueillant. Un endroit où des égaux pouvaient se rencontrer et discuter. Smithfield ressemble à un piège. C'est plus petit, plus clos. Avec trop d'endroits où des hommes armés peuvent se cacher. Tu remarques ces choses maintenant. Après une semaine de révolution, tes yeux ont appris à voir les menaces, à calculer les distances jusqu'aux sorties, à reconnaître la différence entre un garde nerveux et un garde dangereux. Le roi arrive cette fois avec plus de soldats, beaucoup plus. Ils encerclent le champ en formation ordonnée, soi-disant pour protection, mais tu ne peux t'empêcher de sentir qu'ils sont là pour une autre forme de protection entièrement différente. Richard a l'air différent, aussi. Moins comme un garçon effrayé. Plus comme quelqu'un qui a passé la nuit à recevoir des conseils. De gens qui savent comment gérer des paysans difficiles. Tyler s'avance et tu peux voir la tension dans ses épaules. Il sait que cette réunion ne va pas se dérouler comme celle d'hier. Mais il est désormais engagé. Trop loin pour reculer. Votre Majesté, commence Tyler. Nous sommes venus discuter de termes supplémentaires. Richard l'interrompt. Les termes discutés hier sont suffisants. Nous vous suggérons de retourner dans vos foyers. Et de ne plus nous importuner. Les mots frappent la foule comme un coup physique. Les promesses d'hier deviennent soudain conditionnelles, négociables. La voix de Tyler se durcit. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, ces termes ne couvrent pas tout. Nous avons besoin de garanties, de vraies garanties. Et nous les voulons par écrit avec des sanctions.
pour quiconque tenterait de les annuler. La voix de Richard prend un ton nouveau. Tu te permets, Tyler. Nous sommes votre roi. Vous ne nous faites pas de demande. La foule derrière toi s'agite, impatiente, percevant le changement d'atmosphère. Hier, ils étaient des citoyens présentant une requête à leur souverain. Aujourd'hui, ce sont des rebelles face au jugement. Tyler avance encore d'un pas. Assez proche pour que tu vois la sueur sur son visage. Malgré l'air frais du matin. Votre Majesté, nous sommes des hommes raisonnables. Nous avons versé du sang pour ce qui est juste. Nous ne rentrerons pas les mains vides. Sang. La voix de Richard monte. Tu parles de sang. Vous avez assassiné notre chancelier, notre trésorier. Des hommes qui ont servi la couronne fidèlement. Des hommes qui se sont servis eux-mêmes, réplique Tyler, pendant que des gens honnêtes mouraient de faim. L'espace entre eux crépite de tension. Deux hommes représentant deux idées complètement différentes. Sur la façon dont le monde devrait fonctionner. Et autour d'eux, des milliers de personnes. Attendent de voir quelle idée va l'emporter. C'est alors que cela se produit. Tyler, frustré par le froid soudain du roi, fait un geste. Peut-être qu'il saisit son épée. Peut-être qu'il accentue simplement un point. Peut-être qu'il essaie de démontrer quelque chose. Peu importe. William Woolworth, Lord Maire de Londres, voit la main de Tyler se diriger vers son arme. Et décide qu'il en a assez vu. Son épée sort d'un mouvement fluide, atteignant Tyler au cou, avant que quiconque ne puisse réagir. Tyler chancelle, le sang jaillit, les yeux écarquillés de choc. Il fait 2 pas de plus, tend la main vers le roi comme pour dire quelque chose, et s'effondre, mort. Juste comme ça, le silence dure 3 battements de cœur. Assez longtemps pour que tout le monde comprenne ce qui vient de se passer. Puis le chaos. La foule se rue en avant, criant vengeance. Les épées sortent, les bâtons sont levés. La discipline soigneusement imposée par Tyler disparaît en un instant. Et c'est alors que Richard fait quelque chose d'extraordinaire. Il éperonne son cheval directement dans la foule, sa voix jeune perçant les cris. Vous n'aurez de capitaine que moi. Les mots sont parfaitement choisis, parfaitement chronométrés. Car ce ne sont pas des anarchistes ou des criminels. Ce sont des gens qui croient encore à la royauté, qui pensent encore que leurs griefs peuvent être entendus par la justice royale. Et voici leur roi, jeune, courageux et apparemment compatissant, offrant d'être leur chef. La foule, incroyablement, s'arrête. Suivez-moi, continue Richard, sa voix gagnant en force. Je serai votre roi et votre capitaine. Vos griefs seront entendus. La justice sera rendue. C'est brillant. Absolument brillant. Car au lieu de faire face à une foule en colère cherchant vengeance pour leur chef assassiné, il a créé une situation où il conduit cette foule, où leur colère devient la sienne à diriger. La foule le suit, quittant Smithfield, s'éloignant du corps de Tyler, vers un champ ouvert où ils peuvent être correctement entourés par les troupes royales. Et une fois là-bas, isolés et en infériorité numérique, les véritables intentions de Richard deviennent claires. Homme de Essex, Kent et Suffolk, annonce-t-il, sa voix portant une autorité totale. Vous avez été trompés, égarés par des traîtres et des rebelles. Mais nous sommes miséricordieux. Retournez maintenant dans vos foyers, et nous pardonnerons votre confusion passagère. La foule murmure, incertaine. Certains rebelles hochent la tête, prêts à accepter l'offre. D'autres restent méfiants, sentant le piège point. Qu'en est-il des chartes ? Crie quelqu'un. Qu'en est-il de notre liberté ? Le sourire de Richard n'atteint pas ses yeux. Ces accords ont été faits sous la contrainte. Les contrats signés sous la menace d'une épée n'ont aucune valeur légale. Et voilà. La trahison, complète et finale. Tu sens quelque chose de froid s'installer dans ton estomac. Alors que l'ampleur de la situation devient claire. Il n'est plus possible de rentrer chez soi en homme libre. Il n'y a plus de résolution pacifique. Il n'y a que ce qui vient ensuite. Certains rebelles rompent immédiatement et s'enfuient, se dispersant vers les bords du champ. D'autres essaient de maintenir la formation, de négocier, de sauver quelque chose des décombres. Mais les troupes royales sont déjà en mouvement, encerclant les groupes de rebelles, séparant les leaders des suiveurs, commençant le processus systématique de transformation d'un soulèvement politique en une conspiration criminelle. Tu attrapes la main de Margaret. Nous devons partir maintenant. Et les autres ?
Les autres sont finis. Nous restons. Nous sommes finis aussi. Tu t'éclipses pendant la confusion, te dirigeant vers le bord du champ où l'encerclement n'est pas encore complet. Derrière toi, tu peux entendre les cris, le choc des armes. Le son d'une révolution mourant en temps réel. Le voyage de retour dure 2 semaines. 2 semaines à voyager de nuit, à se cacher le jour. À éviter les routes principales où les patrouilles royales pourraient traquer les rebelles. La campagne raconte l'histoire de la répression. De la fumée s'élève des villages qui soutenaient la rébellion. Des corps pendus aux arbres le long des routes principales. Des fermes incendiées appartenant aux familles dont les hommes étaient partis à Londres. Le roi Richard, il s'avère, est très doué pour garder rancune. Tu arrives à Little Wickham un matin gris au début de juillet. Et trouves un village transformé. Les commissaires royaux sont passés, posant des questions. Prenant des noms, établissant des listes. Lord Edmund te salue à la maison seigneuriale. Mais non avec soulagement, avec un calcul froid. Thomas, dit-il, te regardant de haut en bas comme s'il évaluait du bétail. J'ai entendu dire que vous voyagiez. Monseigneur, je rendais simplement visite à ma famille. Famille à Londres, n'est-ce pas? La question reste suspendue entre vous, car tout le monde sait où tu as été. Tout le monde sait ce que tu as fait. La seule question est de savoir si Lord Edmund a l'intention d'agir. On m'a demandé, continue-t-il lentement, de fournir des noms, les noms des hommes de ce village, qui pourraient avoir participé aux récents troubles. Ta bouche se dessèche. Et j'ai dit que mes travailleurs étaient ici tout le temps, aidant à la récolte, bien trop occupés pour aller flâner à Londres. Un soulagement t'envahit, mais il a un prix. Bien sûr, ajoute Lord Edmund, des travailleurs occupés méritent une compensation appropriée. Je pense à 18 p par semaine. Plus aucune demande de hausse. Plus aucune négociation. Accepte ou explique-toi devant la justice du roi. Pourquoi tu n'étais pas au village pendant les récents désagréments? 18 p de moins que ce que tu gagnais avant la rébellion. Moins que ce que tu avais négocié après la peste. Mais mieux que rien, ce que tu aurais reçu si tu avais été pendu comme traître. 18 p me semble juste, dis-tu, car quel choix avais-tu? Les mois suivants sont calmes. Dangereusement calmes. Ce genre de calme qui s'installe quand les gens ont peur de parler. Peur de se plaindre, peur de faire quoi que ce soit qui pourrait attirer l'attention. Les leaders de la rébellion sont traqués systématiquement. Certains sont exécutés publiquement, leurs têtes exposées sur des pics comme avertissement. D'autres disparaissent simplement, leur sort laissé à l'imagination. Les promesses faites à Mile End, oubliées. Les chartes garantissant la liberté déclarée nulle et non avenue. La fin de la servitude repoussée indéfiniment. En surface, c'est comme si la rébellion n'avait jamais eu lieu. Mais en dessous, les choses ont changé d'une manière irréversible. Parce que voici ce qu'il en est des révolutions, même ratées. Elles changent la façon dont les gens pensent à eux-mêmes, à leur place dans le monde, à ce qui est possible. Tu travailles dans les champs de Lord Edmund, mais tu ne les travailles plus de la même manière. Il y a maintenant une morosité, un ressentiment qui n'existait pas avant. Tu fais ce qui est requis, mais pas plus. Et lorsque des occasions se présentent pour provoquer de petits problèmes. Un équipement qui se casse au mauvais moment, du grain qui se renverse. Un travail qui prend plus de temps que prévu, eh bien, des accidents arrivent. D'autres villages connaissent des accidents similaires. La productivité baisse à travers le royaume. Pas dramatiquement, mais assez pour être remarqué et avoir un impact. Et le trésor royal, malgré la répression, continue de peiner. Car les paysans morts ne paient pas d'impôts, les travailleurs en fuite ne récoltent pas le grain. Et les ouvriers moroses et rancuniers ne travaillent pas aussi dur que ceux motivés. L'hiver apporte des nouvelles de Londres. Le Parlement a abandonné ses tentatives de percevoir la taxe sur les poteaux. Trop coûteux à appliquer, trop dangereux à poursuivre. La rébellion a échoué, mais sa demande centrale, celle qui a déclenché tous les troubles, a été atteinte silencieusement. Petite victoire. Au printemps, des changements subtils se répandent dans le royaume. Les seigneurs offrent de meilleures conditions pour retenir les travailleurs. L'Église prêche moins sur l'obéissance et davantage sur la justice. Les marchands embauchent des ouvriers à des salaires qui auraient été impensables il y a quelques années. Non pas parce que quelqu'un a changé d'avis sur l'ordre naturel des choses, mais parce que l'ordre naturel après la peste, après la rébellion, ne fonctionne plus. Margaret réussit bien. Elle a ouvert une nouvelle boutique dans le village voisin,
achetant et vendant des marchandises pour les voyageurs. Les affaires vont bien, en partie parce qu'elle est intelligente. En partie parce qu'elle est l'une des rares personnes encore possédant assez de capital pour profiter des opportunités. Drôle comment les choses tournent, dit-elle un soir en partageant de la bière près de sa cheminée. Tout ce combat, toutes ces morts, et à la fin, nous avons obtenu la plupart de ce que nous voulions de toute façon. Vraiment, regarde autour de toi. Tu paies un loyer inférieur à celui d'avant la rébellion. Tu gères ta propre entreprise. La taxe sur les poteaux a disparu. Les seigneurs rivalisent pour attirer les travailleurs plutôt que l'inverse. Elle a raison d'une certaine manière. La rébellion a échoué. Mais le monde pour lequel elle se battait, ce monde est arrivé de toute façon. Lentement, silencieusement, à travers 1000 petits ajustements et compromis. Parce que c'est ainsi que le vrai changement se produit habituellement. Pas par des gestes grandioses et des confrontations dramatiques. Mais par la pression constante et persistante de ceux qui refusent d'accepter l'inacceptable. Tu penses à Tyler, parfois allongé dans la poussière à Smithfield, le sang autour de sa tête. Il est mort pour rien et pour tout. La cause immédiate a été perdue. Mais la cause plus profonde, ce pourquoi il se battait réellement, a survécu. La liberté n'est pas qu'un mot sur un parchemin. C'est une façon de penser, un refus d'accepter que certaines personnes comptent plus que d'autres simplement à cause de leur naissance. Et une fois que cette idée s'échappe dans le monde, il est très difficile de la remettre en bouteille. Dehors, à la fenêtre de Margaret, tu peux voir des lumières dans les maisons à travers le village. Des gens vivent leur vie, font leurs choix, construisent leur avenir. Non pas comme serfs ou hommes liés, mais comme personnes libres qui se trouvent simplement pauvres. Ce n'est pas rien. C'est en réalité tout. La peste a emporté la moitié de la population de l'Europe. La rébellion qui a suivi a coûté des centaines d'autres vies. Mais ce qui a émergé de toute cette mort, ce qui a surgi des décombres de l'ancien monde, était quelque chose d'inédit. Une société où les gens ordinaires avaient des choix. Où quelqu'un né dans un humble foyer pouvait finir par posséder des terres. Où une veuve pouvait diriger une entreprise. Où un paysan pouvait dire non à un seigneur et survivre pour en parler. Ce n'était pas le monde dont Tyler rêvait. Mais c'était plus proche de ce rêve que ce que quiconque pensait possible. À l'époque où la mort commençait et que l'avenir semblait impossible. Le changement vient lentement, puis tout d'un coup. Et parfois, si tu as beaucoup de chance, tu vis le moment où tout bascule. Où les anciennes certitudes s'effondrent, où de nouvelles possibilités semblent soudain réelles. La peste noire fut la pire chose qui soit jamais arrivée à l'Europe médiévale. Mais ce qui est venu après, ce qui a poussé du sol, fertilisé par toute cette mort, était le début du monde moderne. Un monde où des gens comme toi comptent, où ta voix a de l'importance. Où l'avenir appartient à tous, pas seulement à ceux qui sont nés assez riches pour le posséder. C'est à retenir alors que tu t'endors dans une maison que tu as choisie. Gagnant un salaire que tu as contribué à négocier dans un village où tu es libre de rester ou partir. La révolution a échoué, mais d'une manière ou d'une autre. Impossible mais réel, tu as quand même gagné. Le temps a une façon étrange de guérir des blessures que tu pensais incurables. Cela fait 15 ans depuis la rébellion. 15 ans depuis que Tyler est mort dans la poussière à Smithfield. 15 ans depuis que tu es rentré chez toi de Londres. Avec une prime sur la tête et la révolution dans le cœur. Tu as maintenant 43 ans. Tu possèdes ta maison. Tes champs produisent suffisamment de grains pour nourrir ta famille et vendre au marché. Ton fils aîné apprend à lire, quelque chose qui aurait été impossible pour quelqu'un de ta classe avant que la peste ne change tout. Et parfois, lors des soirées tranquilles, quand le travail est terminé et que le village s'installe dans son rythme paisible. Tu oublies presque comment le monde était autrefois. Mais quelque chose survient pour te le rappeler. Une lettre arrive d'un cousin à Venise, où un marchand passe avec des nouvelles de France. Où tu aperçois l'un de ces médecins étranges parcourant la campagne avec leur masque d'oiseau singulier. Et tu te souviens que les changements, les vrais changements, continuent de se répandre comme des ondulations dans un étang. Les Vénitiens, malins comme ils sont, ont compris quelque chose que personne d'autre n'avait saisi. Ils ont réalisé que la peste n'était pas seulement la colère de Dieu, un mauvais air ou une punition pour le péché. C'était quelque chose de spécifique, qui se transmettait de personne à personne, d'un lieu à un autre, d'une manière prévisible et peut-être contrôlable. Alors ils ont fait quelque chose de radical. Ils ont construit des hôpitaux non pas pour soigner les malades, il n'y avait toujours pas grand-chose à faire pour ceux atteints de la peste, mais pour isoler les malades des personnes saines.
Des îles dans leur lagune entièrement dédiées à l'isolement et à la quarantaine. Quarantaine de 40 jours. C'est le temps qu'ils estimaient nécessaire pour savoir si quelqu'un allait vivre ou mourir. L'idée s'est propagée lentement au début, puis plus rapidement lorsque les gens ont constaté que ça fonctionnait réellement. Florence construisit des lazarets, Milan créa des maisons de quarantaine. Les villes à travers l'Europe commencèrent à traiter la maladie comme quelque chose qu'on pouvait combattre au lieu de simplement subir. C'était révolutionnaire, d'une manière silencieuse, car cela signifiait que les gens n'étaient plus de simples victimes impuissantes. Ils pouvaient agir, faire des choix, protéger eux-mêmes et leurs familles grâce au savoir et à la planification, au lieu de compter seulement sur la prière et l'espoir. Cela change tout. Ta fille cadette, née 5 ans après la rébellion, a grandi dans un monde où les maladies ont des causes. Où les médecins portent des vêtements spéciaux et disposent de médicaments qui parfois fonctionnent. Où l'arrivée de la peste dans une ville voisine signifie quarantaine et précaution. Pas seulement résignation à la volonté de Dieu. Elle s'attend à ce que le monde ait du sens. S'attend à ce que les problèmes aient des solutions. S'attend à ce que les figures d'autorité justifient leurs décisions au lieu d'exiger simplement obéissance. Ce n'était pas la façon dont les enfants pensaient avant la peste, avant la rébellion, avant que tout change. Le petit-fils de Margaret est désormais apprenti chez un peintre. Pas n'importe quel peintre, mais l'un de ces nouveaux artistes venus des villes italiennes. Des gens qui peignent ce qu'ils voient réellement au lieu de ce que les autorités religieuses leur disent de voir. Tout a commencé avec la peste. Toutes ces nouvelles façons de penser après avoir vu la moitié de tes voisins mourir pour une raison que personne ne peut expliquer. Après avoir vu les plus pieux souffrir aux côtés des pires pécheurs. Après avoir enterré des enfants qui n'avaient fait de mal à personne. Eh bien, ça remet en question certaines certitudes sur la justice divine, sur l'ordre naturel. Sur le fait que ceux qui sont aux commandes sachent vraiment de quoi ils parlent. Les peintres, les écrivains, les érudits, posent maintenant des questions différentes. Au lieu de demander ce que dit l'Église, ils se demandent « Que voyons-nous réellement ? Que pouvons-nous prouver ? Qu'est-ce qui a du sens ?» C'est une pensée dangereuse, révolutionnaire, et elle se répand. Tu le vois de petites manières, tous les jours. Le prêtre du village donne toujours des sermons sur l'obéissance et l'acceptation de sa condition. Mais moins de gens hochent la tête. Plus de gens posent des questions embarrassantes sur pourquoi Dieu laisserait de bonnes personnes souffrir tandis que des officiels corrompus prospèrent. La maison seigneuriale domine toujours le paysage. Mais Lord Edmund passe plus de temps à négocier avec les travailleurs qu'à leur donner des ordres. Car il a appris à la dure que ceux qui ne veulent pas travailler pour toi trouvent généralement quelqu'un d'autre qui les traitera mieux. Les collecteurs d'impôts royaux viennent encore, mais ils sont maintenant polis, presque désolés. Car tout le monde se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils ont été trop agressifs avec des gens qui ne pouvaient pas payer. Le pouvoir, le vrai pouvoir, a changé de manière difficile à voir, mais impossible à ignorer. Du sommet jusqu'en bas, de ceux qui possèdent à ceux qui travaillent, de la tradition à l'innovation. Tu assistes à la naissance de quelque chose de totalement nouveau. Un monde où les gens ordinaires comptent. Où les vies individuelles ont de la valeur au-delà de leur utilité pour les riches propriétaires terriens. Où quelqu'un né dans la pauvreté pourrait finir par vivre dans le confort. Pas tout le monde, bien sûr, pas encore. Probablement jamais, mais suffisamment de gens pour que cela semble possible. Et la possibilité, une fois que les gens y goûtent, est addictive. Ton fils veut devenir avocat. Peux-tu imaginer le fils d'un paysan plaidant des affaires devant un tribunal, interprétant la loi? Peut-être même rédigeant de nouvelles lois avant la peste, avant la rébellion, avant que tout change. Cela aurait été impensable. Maintenant, eh bien, des choses plus étranges sont arrivées. Les universités sont différentes aussi. Toujours exclusives, toujours coûteuses, mais plus aussi rigides quant à qui peut y assister. Des étudiants de familles de marchands, jeunes hommes brillants dont les pères travaillent de leurs mains au lieu d'avoir un héritage, peuvent étudier. Le savoir cesse lentement d'être un monopole. Les livres restent rares, précieux, mais ils sont plus nombreux qu'avant. La copie des manuscrits est plus rapide maintenant, plus efficace. Et les sujets sont plus larges, moins centrés sur la doctrine religieuse, plus intéressés par les choses pratiques. Médecine, ingénierie, astronomie, agriculture, comment résoudre réellement des problèmes au lieu de simplement expliquer pourquoi Dieu les permet. Tu as appris à lire un peu toi-même, pas beaucoup, mais assez pour déchiffrer contrats et documents légaux. Assez pour savoir quand quelqu'un essaie de te tromper avec un langage sophistiqué. Le savoir, c'est le pouvoir, et le pouvoir,
même un peu, change tout. Les routes sont mieux entretenues maintenant. Pas parce que le roi l'a ordonné, mais parce que les marchands et les voyageurs l'exigent. Parce que ceux qui peuvent se permettre de voyager veulent des routes sûres et fiables. Parce que les communautés locales ont compris qu'elles pouvaient taxer l'usage des routes et financer elles-mêmes les améliorations. L'intérêt personnel, bien organisé, s'avère être une force puissante pour le changement positif. Qui l'eût cru ? Les marchés sont plus animés également. Plus de marchandises, plus de choix, plus de concurrence entre vendeurs, ce qui signifie de meilleurs prix pour les acheteurs, de meilleurs salaires pour les travailleurs, de meilleures opportunités pour quiconque sait les repérer. Margaret se porte très bien. Son commerce s'étend maintenant sur 3 comtés, traitant tout, du grain aux travaux métalliques, aux épices exotiques venant de lieux imprononçables. Elle emploie une douzaine de personnes, les paie correctement, et parvient encore à réaliser un bénéfice sain. Le secret, te dit-elle autour d'un vin bien meilleur que la bière que vous partagiez autrefois, est de traiter les travailleurs comme des partenaires plutôt que comme des biens. Les gens heureux travaillent plus dur. Les clients satisfaits reviennent. L'honnêteté forge la réputation, et la réputation crée la richesse. Une pensée révolutionnaire, mais qui fonctionne. Le village lui-même a grandi. Pas jusqu'à sa taille d'avant la peste, cela n'arrivera probablement jamais. Mais de nouvelles familles sont venues s'installer. Des jeunes à la recherche d'opportunités, des artisans attirés par la perspective de terres abordables et d'impôts plus faibles, du sang neuf, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire les choses. L'Église a changé aussi. Le père Michael prêche toujours le dimanche, mais ses sermons mettent davantage l'accent sur la compassion et le service communautaire, moins sur l'obéissance et la damnation éternelle. Il a appris que les survivants de la catastrophe veulent des conseils pratiques, pas des menaces de châtiment théorique. Et puis, il a besoin du soutien de sa congrégation plus qu'elle n'a besoin de son approbation. Les églises vides ne collectent pas la dîme. Même les représentants de Dieu doivent s'adapter aux nouvelles réalités. Mais peut-être le changement le plus remarquable, celui qui aurait été impossible à imaginer il y a 30 ans, c'est la manière dont les gens pensent désormais à l'avenir. Avant la peste, l'avenir était prédéterminé, fixe. On naissait dans une condition sociale et on mourait dans la même. Tes enfants héritaient de ta position sociale ainsi que de tes dettes. Le progrès se mesurait en générations, si tant est qu'il advienne. Maintenant, les gens font des plans, se fixent des objectifs, imaginent que leurs enfants vivront mieux qu'eux, croient que le travail acharné et l'intelligence peuvent réellement changer les résultats. L'espoir, apparemment, est contagieux. Ta fille aînée est mariée au fils d'un forgeron qui économise pour ouvrir son propre atelier. Ton fils du milieu travaille comme clerc pour un marchand de laine, apprenant le commerce et prévoyant de créer sa propre entreprise de négoce. Ton plus jeune veut étudier la médecine pour devenir l'un de ces nouveaux médecins qui guérissent réellement les gens au lieu de se contenter de les bénir. 3 enfants, 3 chemins différents, tous orientés vers le progrès. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat direct de vivre dans un monde où la mobilité sociale, bien que difficile, est au moins possible. La peste noire a créé ce monde, pas intentionnellement, pas par bienveillance, mais définitivement en tuant tant de gens. Elle a brisé les structures sociales rigides qui maintenaient chacun en place depuis des siècles. En créant des pénuries de main-d'œuvre, elle a donné aux travailleurs ordinaires un pouvoir de négociation qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. En montrant que l'autorité traditionnelle ne pouvait protéger personne des catastrophes, elle a ouvert un espace pour de nouvelles façons de penser. Le prix a été horrifique. 25 millions de morts rien qu'en Europe. Familles détruites, communautés anéanties, une génération entière traumatisée par des pertes incompréhensibles. Mais de ce traumatisme est apparu quelque chose d'inédit. Une société où le mérite individuel comptait plus que le statut hérité. Où l'innovation était valorisée aux côtés de la tradition. Où les gens pouvaient remettre en question l'autorité sans risquer l'exécution immédiate. La fondation, en d'autres termes, du monde moderne. Pas que quelqu'un l'ait planifié ainsi. L'histoire avance rarement selon un plan. Elle progresse généralement par une combinaison de catastrophes et d'adaptations, de crises et d'opportunités, de chance aveugle et de détermination humaine obstinée à survivre. La peste fut la catastrophe. La rébellion fut la crise. Ce qui est venu après, ce que tu vis maintenant, est l'adaptation. Et c'est remarquable. Tu es assis près de ta cheminée par une soirée d'hiver en 1398. Regardant ta fille cadette s'exercer à l'écriture à la lumière des bougies. Ses lettres sont soignées,
précise, meilleure que tes propres tentatives hésitantes d'alphabétisation. Elle écrit une lettre à son cousin à Londres, décrivant la vie du village, partageant nouvelles, potins et projets pour l'avenir. Une correspondance ordinaire entre gens ordinaires. Sauf qu'il y a 30 ans, les gens ordinaires ne pouvaient pas écrire de lettres. Car ils ne savaient pas écrire, car ils n'avaient personne avec qui correspondre, car leur vie était trop étroite et limitée pour générer des nouvelles dignes d'être partagées. Maintenant, la vie de ta fille est pleine de possibilités. L'école, si elle est assez intelligente. Le mariage, si elle trouve le bon partenaire. Le commerce, c'est l'héritage le plus étrange de la peste. Pas les millions de morts, bien que ceux-ci soient rappelés. Pas les perturbations économiques, bien qu'elles se fassent encore sentir. Mais le simple fait que les gens s'attendent désormais à ce que leur vie ait de l'importance. S'attendent à ce que leur voix soit entendue. S'attendent à ce que leur travail soit valorisé. S'attendent à ce que leurs enfants aient des opportunités. Des attentes, une fois élevées, sont difficiles à diminuer. À l'extérieur de ta fenêtre, le village dort paisiblement sous une couverture de neige. De la fumée s'élève des cheminées. Des chiens aboient au loin. Quelqu'un joue de la flûte, mal mais avec enthousiasme. Des sons normaux. Des sons confortables. Les sons de gens vivant leur vie sans peur de catastrophes soudaines ou de punitions arbitraires. Il a fallu 30 ans, mais d'une manière ou d'une autre, l'ordinaire est revenu, différent d'avant. Mieux à bien des égards, mais reconnaissablement et bénigne normal. La peste a appris à l'Europe que la catastrophe était toujours possible. La rébellion a appris que le changement était toujours possible aussi. Et ce qui est émergé de ces leçons est une nouvelle société. Une société fondée sur l'idée révolutionnaire que les gens ordinaires méritent le bonheur ordinaire. Peu de choses à demander, quand on y pense. De la nourriture sur la table, un toit au-dessus de la tête, un travail rémunéré équitablement, des enfants qui pourraient vivre mieux que leurs parents, la dignité humaine fondamentale. Mais pour la majeure partie de l'histoire humaine, même si peu était déjà trop à espérer. Aujourd'hui, c'est le minimum auquel les gens s'attendent. C'est en soi extraordinaire. Tu remballes le feu et te prépares à te coucher, vérifiant que les portes sont verrouillées, que les fenêtres sont closes contre le froid. De petites précautions contre des problèmes prévisibles. Le genre de vigilance ordinaire possible quand on n'est pas constamment à guetter la peste, la famine ou des bouleversements sociaux violents. Quand le monde a suffisamment de sens pour que planifier à l'avance fonctionne réellement. Ton lit est chaud. Les couvertures sont en laine, bien faites, achetées plutôt qu'héritées. Ta maison est solide, correctement construite, choisie plutôt qu'attribuée. Ce ne sont pas exactement des luxes, mais des conforts, des signes d'une vie vécue avec un certain contrôle sur les circonstances. Alors que tu t'installes pour dormir, tu penses à demain, jour de marché dans le village voisin. Tu vendras du grain, achèteras des provisions, peut-être t'arrêteras-tu à l'auberge pour de la bière et une conversation avec d'autres paysans. Des plans ordinaires, des attentes normales, le genre d'existence quotidienne et banale qui n'est possible que lorsque la société ne s'effondre pas autour de toi. La peste noire s'est terminée il y a 50 ans. La rébellion a échoué il y a 30 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, le monde qu'ils ont laissé derrière eux est devenu le monde que tu avais toujours espéré. Pas parfait, pas égal, pas juste au sens absolu, mais meilleur. Mesurablement, indéniablement meilleur. Et cela, alors que tu t'endors dans une maison que tu possèdes, dans un lit que tu as choisi, dans une vie que tu as construite par tes propres décisions et efforts. C'est suffisant. Plus que suffisant. C'est tout en réalité. L'avenir, quoi qu'il apporte, appartient désormais à des gens comme toi. Des gens qui travaillent pour vivre. Des gens qui pensent par eux-mêmes. Des gens qui s'attendent à ce que demain soit au moins aussi bon qu'aujourd'hui et qui sont prêts à travailler pour que cela arrive. C'est le cadeau le plus inattendu de la peste noire. Pas la fin qu'elle a apportée, mais le commencement qu'elle a rendu possible. Le commencement d'un monde où les gens ordinaires comptent. Où tu comptes. Où ton histoire, cette histoire, devient partie de quelque chose de plus grand que toute vie individuelle, mais qui prend sang grâce à la somme de tous les choix individuels. Le sommeil vient facilement dans un tel monde. Rêve paisiblement dans un tel temps. Demain sera meilleur. Pas parfait, mais meilleur. Et cela, c'est la révolution suffisante pour n'importe qui.